Bon, là, Claude, il est Ça, craqué, là. Fais attention, ça là. va être nous quatre. Non, mais c'est parce que je veux dire au début que je suis quand même un ancien étudiant de Yoshua Benjo. Plus que ça, je suis pratiquement un ami de Yoshua. Est-ce que son nom était dans le rapport à Claude? Je ne l'ai pas vu. Oui, dans le rapport Ton nom était là? Ah oui, non, le mien, non. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. Aujourd'hui, je suis accompagné de nombreux collaborateurs. Aujourd'hui, on est 4 en ligne. C'est vous dire la passion qui nous anime pour le sujet d'aujourd'hui. Le premier, c'est notre sociopoliticologue en résidence et il croit dur comme fer que les entrepreneurs de Montréal sont capables de rêver à des moutons électriques. Sylvain Munger est avec nous. Salut Sylvain. Salut Jean-François. Ça va? Ça va très bien et vous? Yes, merci d'être là aujourd'hui. Là, c'est un beau thème. J'ai hâte d'en discuter avec toi. Le second. En plus, c'est ma première émission aussi. C'est vrai, c'est ta première. Alors, on avait fait l'entrevue ensemble. C'est vrai que c'est ta première participation officielle. On se lance dans le bain avec toi, Sylvain. Le deuxième, il aimerait que son intelligence artificielle soit aussi francophone et québécoise que le sirop d'érable et la motoneige. Donc, ça tombe bien aujourd'hui. On va parler d'un petit réseau tissé serré. Claude Coulombe est là. Comment ça va, Claude? Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde. Moi aussi, c'est ma première participation comme panéliste, là, comme chroniqueur. Mm-hmm. Officiel, bientôt, là, je vais, en fait, au moment où je vais publier cet enregistrement-là, les auditeurs te connaîtront déjà un peu mieux, là, puisque j'aurai partagé l'entrevue que j'ai faite avec toi pour te présenter à nos auditeurs. Le troisième, il est l'élu. Il est au centre de la trinité constituée de MLflow, Hydra et Poutine. Celle-là, j'ai travaillé fort. T'as-tu écouté une de mes présentations récemment? J'ai fait une recherche sur Google. Oh, David Beauchemin, c'est quoi qu'il fait ce temps-ci? Puis j'ai regardé, puis c'était dans ton titre. Je me suis dit, je vais essayer de plugger ça. MLflow, Hydra, Poutine, je sais pas trop ce qui en ressort, mais voilà. C'est pour améliorer la reproductivité de la recherche. Ben voilà. Donc, tu es au centre de tout ça. D'où la Trinité, puis au centre, l'élu. C'est à toi qu'on pense. Merci à vous trois d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode d'IA Café, nous allons faire un retour sur justement un épisode d'Open Layer animé par notre ami David Beauchemin. David recevait Maxime Colleret, qui est co-rédacteur d'un rapport. Donc, l'épisode d'OpenLayer, c'est l'épisode 38. Donc, je vous encourage à aller l'écouter. Dans cet épisode-là, David faisait une entrevue donc, avec Maxime, co-rédacteur d'un excellent rapport dont nous allons discuter aujourd'hui. En fait, c'est des notes de recherche. Donc, si vous avez besoin d'un préambule, je dirais, à notre discussion d'aujourd'hui, ou peut-être d'un complément aussi, il faut voir l'ordre là, que vous allez écouter les épisodes. Je vous suggère vivement d'aller écouter cet épisode 38. En fait, c'est pas nécessairement des habitudes là, de tisser des liens serrés entre nos deux podcasts. Mais pourquoi pas aujourd'hui, le Synergie, l'épisode s'y prêtait bien. Donc, on va d'abord aborder le contenu de cet épisode-là, puis on va aborder aussi le contenu d'un rapport que nous avons tous les quatre lu pour vous. Donc, on va le décortiquer un peu et c'est justement dans cet épisode-là de 38, on parlait de ce rapport-là et c'est ce qui m'a donné le goût, je dirais, de replonger dans ce rapport puisque les thèmes, vous allez voir, là, c'est des thèmes qui peuvent vous passionner, vous intéresser très certainement. Le rapport en question s'appelle « L'intelligence artificielle au Québec, un réseau tricoté serré ». Et dans ce rapport, vous allez voir, attention, là, c'est assez punché, disons que c'est assez provoquant comme conclusion, comme prémisse. D'abord, on y affirme que le réseau AI québécois serait contrôlé par quelques acteurs seulement, que ces acteurs seraient impliqués à plusieurs étapes du financement recherche, qu'ils siégeraient sur des conseils et comités associés aux instances de financement,
que ces mêmes acteurs exerceraient sur le système AI Québec un pouvoir, les autres ils disent un pouvoir certain sur la vie, sinon la survie de l'écosystème québécois. Donc, vous voyez un peu là, pourquoi nous sommes intéressés à ce rapport. Messieurs, donc vous avez lu le rapport en question. Peut-être commençons par, en une phrase, peut-être, là, ou quelques impressions très brèves, ce que vous avez pensé du rapport. Commençons par nos collaborateurs à distance. Sylvain, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est certain qu'il y a pour plusieurs éléments, là, j'étais déjà assez familier avec les conclusions de tout ça. Mais c'est peut-être vraiment de constater plus empiriquement, si je peux dire, là, à quel point, disons, le marché de l'IA au Québec et aussi l'espèce de grappe d'intelligence artificielle qu'on essaie de créer, puis l'engouement qu'on essaie de susciter autour de ça, à quel point c'était un peu, ça prenait l'aspect d'un buffet un peu ouvert, là. Donc ça, c'est... et aussi, en même temps, c'est l'enjeu de tout ça. Je pense que le rapport, les deux rapports le soulignaient bien, c'est que c'est un nouveau modèle économique qu'on propose aussi en même temps à travers ça. Donc, c'est pas juste, c'est peut-être ça la différence avec les autres hype technologiques, là, par exemple avec la nanotechnologie, c'est que là, cette fois-là, on essaie d'implanter peut-être un modèle économique qui va probablement survivre à l'engouement actuel pour l'IA. Donc, c'est vraiment la siliconisation de l'enseignement et de la recherche et de l'entreprise qui, moi, me fascine par rapport à ça. Cette espèce de double affiliation qu'on retrouve dans une petite poignée d'acteurs, c'est vrai, mais on les retrouve donc en même temps, ils ont le chapeau de chercheurs qui fonctionnent à l'intérieur des murs de l'université et en même temps, ils sont soit impliqués directement dans des centres de recherche qui sont des entreprises privées et parfois des grosses entreprises privées. On parle de Facebook, on parle de Google, on parle de Microsoft. Donc, c'est quand même pas des petits joueurs. Et cet aspect-là de vase communicant entre les deux ou de circulation de l'argent entre le public et le privé, ça m'apparaît saisissant. Et puis, ça soulève aussi le problème en même temps. Est-ce que le gouvernement ne se retrouve pas à financer indirectement ou même indirectement l'entreprise privée? Oui, tu résumes bien plusieurs éléments. Claude, en quelques mots, peut-être, ce que tu as pensé de ce rapport-là? En fait, moi, je me permettrais de ne pas être d'accord avec le rapport dans son ensemble. En fait, moi, d'abord, je devrais déclarer que je suis quand même quelqu'un de proche de Yoshua Bengio. Okay? Je suis un ancien étudiant de Yoshua. J'ai fait mon projet de prédoc avec lui. Puis, pour des raisons indépendantes de ma volonté et de la sienne, j'ai dû refaire mon doctorat plus tard. Et donc, moi, c'est sûr, j'ai une vision aussi de Montréal. Hein. Je suis quand même quelqu'un qui vient d'une région, je viens de Rivière-du-Loup, donc moi, je connais bien Québec, tout ça, là, mais je suis diplômé de l'UQAM aussi, mon doctorat, finalement, c'était à l'UQAM. Donc, je suis sensible des deux côtés de la clôture, sauf que j'étais un peu déçu parce que je connais les travaux de Yves Gingras, surtout en histoire des sciences. Okay? D'ailleurs, le fameux « Que sais-je » sur l'histoire des sciences, dont il est le rédacteur. Il y avait aussi son dialogue entre la science et la religion, l'impossible dialogue. J'ai beaucoup apprécié son travail d'historien, mais je suis moins d'accord avec son travail, je dirais, plutôt de sociologue des sciences, mais il n'y a pas beaucoup de recul. Puis c'est ça que je lui reproche. Là. Il est dedans, là, puis lui-même, il est impliqué. Puis, c'est vrai que je pense que on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que Yves Gingras a été... Bon, c'est ça, il décrit l'écosystème. Je pense qu'il souhaite, c'est décrire l'écosystème avec un certain pas de recul, mais en même temps, il fait lui aussi partie un peu de l'écosystème. En fait, ces chercheurs-là, c'est un peu... Je pense que c'est un défi du sociologue, l'anthropologue qui essaye de regarder son objet sans nécessairement l'influencer. Et le temps aide en général. C'est ce que je pense que... J'y vois une grande critique, entre autres, du travail de Yoshua Bengio, le fait qu'ils soient impliqués partout. Je pense que c'est un désir de servir, honnête, OK, parce qu'il aurait eu l'occasion d'aller travailler ailleurs. Là, société, là, du GAFAM, il l'aurait engagé, il aurait déroulé des tapis rouges puis des ponts d'or, là, et il a préféré rester au Québec puis s'impliquer. Et c'est cette implication-là, à tous les niveaux, en partie, qui lui est reproché dans le rapport. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, Montsant, c'est bien. Je pense que c'est un rapport qui se veut un peu plus sociologique, mais tu es proche de Yoshua Bengio, tu as un rapport particulier, donc on te sent protecteur, puis c'est bien, tu vas jouer ce rôle-là dans notre discussion, parce qu'effectivement, le rapport se veut sociologique, mais c'est un rapport qui peut être assez acerbe ou assez dur, je dirais, envers certains acteurs ou envers
le système en général. David, en quelques mots, toi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? C'est sûr que mes collègues ont déjà dit pas mal de trucs, puis j'en ai beaucoup parlé aussi directement avec Maxime, là. En tout cas, à mon sens, moi, je pense que la façon que je vois le rapport, c'est qu'il se veut pas... Il se veut pour observer quelque chose, sans nécessairement... avec une certaine forme de critique, mais sans pointer du doigt, dire c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais, plus dans le sens de faire ressortir des observations. Moi, c'est comme ça, je l'ai beaucoup perçu comme une observation d'une situation. Ouais. Après ça, ce qu'on en fait de qu'est-ce qu'on a observé, je pense que ça appartient à nous en tant que société de se dire est-ce qu'on accepte ça ou est-ce que c'est anormal ou c'est quelque chose qu'on veut pas tendre. Après ça, ça va être à nous de voir si on définit que c'est bien ou mal. Mais j'ai l'impression que ce qui tente beaucoup de sortir, c'est de dire écoutez, voici ce que ça a l'air. Puis si tout le monde est à l'aise avec ça, puis ça n'a pas fait tant de vagues que ça, c'est vrai. D'après moi, les gens sont à l'aise avec ça, ben c'est tel que tel. Bon, Yves Gingras, c'est quand même quelqu'un qui est très vocal. Là, il a une réputation d'être très vocal dans ses interventions, puis très critique. Puis après ça, à savoir si dans le futur, on veut changer ça, à mon sens, j'ai l'impression que c'est pas la tendance qui semble être prise. Là. Je veux dire, j'ai pas vu, moi, de mon côté, des changements majeurs suite à ce rapport-là qui ont fait comme ouais, non, on change tout, puis on repart, puis on enlève le financement, tout ça. Je pense pas que c'est peut-être son objectif. Non, je pense pas que c'était son objectif plutôt. Plus que de dire, ben, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Là, je l'ai répété plusieurs fois, là, mais c'est pas mal ça, moi, que ça m'a fait ressortir. Là. C'est vrai. Moi, dans cet esprit-là, c'était l'idée que, moi, en lisant le rapport ou même en écoutant l'épisode 38, ce qui me faisait du bien, c'est que moi, j'en ai... Tu sais, ça fait plusieurs semaines, là, sinon plusieurs mois, là, qu'on parle, qu'on lit des haies. Puis il y a quand même un bon buzz, je dirais, autour de ça. Puis c'est la première fois que je sentais qu'il y avait quand même un effort de distanciation par rapport à l'écosystème en tant que tel. Là. Donc, c'est sûr que ça demande un effort, c'est sûr que c'est imparfait, c'est sûr que c'est teinté de toutes sortes de choses parce que les acteurs qu'ils tentent de décrire, c'est influencé aussi par ce qu'il est. Mais il y avait quand même cet effort-là, un peu d'être un peu plus froid, distant par rapport à le système en tant que tel. Donc, cette façon-là, cette façon d'aborder l'intelligence artificielle au Québec m'a intéressé. Là. Je dirais même que dans le podcast que j'essaie de faire, c'est aussi ça. Là. Essayer de garder un pas de recul. En tout cas, moi, je ne me sens pas nécessairement impliqué dans ce système-là. En tout cas, pas prisonnier, très certainement pas. Mais d'observer avec un petit peu plus de distance, avec nos voix différentes, cet écosystème dans lequel on joue en ce moment. Donc, peut-être pour continuer la discussion, j'aimerais vous entendre sur, peut-être commençons par l'épisode de David. Moi, il y a plein d'affaires que j'aimais dans cet épisode-là, mais je suis curieux de savoir, vous, c'est quoi que vous avez retenu ou c'est quoi les passages qui ont attiré votre attention dans cet épisode-là? Sylvain, c'est quoi qui a attiré ton attention? Moi, je dirais que c'est peut-être une mise en garde un petit peu par rapport à l'engouement ou l'excitation là, que peut susciter ce genre de bulle technologique-là, de bulle spéculative-là. C'est-à-dire que quand on parle de hype technologique comme ça, il y a toujours une espèce de courbe. On est dans l'excitation au départ, après ça, on est dans l'espoir, et après ça, on est dans la désillusion. Ouais. Mais en même temps, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est une courbe, donc elle redescend, mais c'est jamais lié vraiment à la question du progrès. C'est-à-dire, il n'y a jamais de garantie que ça va marcher, ça va fonctionner, puis qu'il va y avoir une progression technique ou, je sais pas moi, une progression dans la richesse, dans la redistribution de richesse. Donc, c'est une espèce la hype, ça crée une espèce d'état magique un peu, une espèce ça annule l'effet de la pensée critique, ça donne une envie d'action, mais on se précipite comme ça sans avoir vraiment de recul par rapport à ça. Mais il y a quand même des enjeux aussi. Je veux dire, quand on se lance dans une entreprise comme celle-ci, récemment, dans les dernières années, ce que l'IA a amené aussi en même temps, il y a beaucoup de problèmes. Là. La question des deepfakes, la question des fake news, la question de la reconnaissance faciale, la reconnaissance des émotions. Je veux dire, ça aussi, c'est des créations de l'IA. Et puis, il faut quand même leur faire une place. J'ai l'impression qu'avec ce qui a été démontré là-dedans, c'est qu'on n'essaie pas de place à la critique et non pas avec l'analyse, le recul historique pour voir dans le passé comment ça s'est produit. Puis moi, j'aime bien les analogies avec des technologies passées. Puis il y en a une que je trouve particulièrement fascinante, c'est par rapport à l'électricité.
parce que je me souviens d'avoir tombé une fois sur une entrevue avec Edison, on lui demandait, c'était au début du 20e siècle, on lui demandait c'est quoi là, le prochain grand bouleversement. On lui avait demandé après l'ampoule électrique, ça sera quoi? Il avait dit, ça va être le sans fil, l'électricité sans fil. 120 ans après, on n'y est pas encore. Je veux dire, C'était Tesla, ça. Tesla aussi croyait beaucoup à ça. Là. Ouais. Électricité sans fil. Ouais. Claude, justement, si tu veux renchérir sur c'est quoi qui a attiré ton attention dans l'épisode avec David? Premièrement, j'ai remarqué qu'il n'avait pas mentionné le mot Yoshua Bengio une fois dans l'entrevue, tout en parlant. Là, c'était l'éléphant dans la pièce. C'est vrai, Maxime, il n'a pas mentionné. Il y a un moment donné, il hésitait. Il a mentionné beaucoup de noms, là. À mon souvenir. Je pense qu'il ne voulait pas rendre ça personnel, ce que je reproche d'ailleurs à il a parlé de Mme Desmarais. Très personnel. Oui, je pense qu'il a peut-être mentionné Desmarais. C'est vrai. Mais Yoshua Bengio, c'était intéressant. C'est un système qui dépeint le réseau québécois. Puis je veux dire, quand tu regardes les schémas, ben, il y a Bengio qui est au milieu, mais jamais il y en a parlé. Je ne sais même pas si c'est volontaire. Soyons honnêtes, là, il n'y aurait rien de tout ça qui se serait développé sans Yoshua Bengio. Okay? Et je trouvais aussi malhonnête, un peu dans le rapport, mais aussi dans le balado, qu'on mentionne, en fait, on compare avec la nanotechnologie. Je pense que biotechnologie est plus intéressant, puis c'est pas vrai que biotechnologie n'a rien donné. Mais c'est vrai que nanotechnologie, ça a pratiquement rien donné, et je pense que c'était trop tôt. En plus, on s'est basé sur un rapport américain à l'époque. On n'est pas des Américains, puis on n'avait pas aucun champion, aucune équipe, parce qu'on met beaucoup de poids sur les épaules de Bengio, il est capable d'en prendre en passant, mais c'est aussi une équipe, c'est pas seulement une personne. Hein. C'est un laboratoire maintenant qui comprend, je pense, presque 300 personnes. C'est quand même un des plus grands laboratoires dans le domaine de l'apprentissage profond. En général, les gens qui font un doctorat, là, ils regardent, la première place, c'est Stanford, okay? La deuxième, c'est Toronto, puis en troisième, c'est Montréal. Peut-être qu'il y en a qui vont aller à New York University, là, mais typiquement, c'est Montréal, troisième. Donc, on attire quand même beaucoup de gens de l'externe. Il faut dire que Bengio, c'est surtout un chercheur et que quand il se transforme en entrepreneur, ben là, c'est plus critiquable. Je pense que l'échec d'Element AI, dans lequel M. Colleret en parle pas mal, là, et c'est dur pour Bengio, c'est dur aussi pour l'écosystème québécois, là, parce que c'était vraiment, c'était vu comme le vaisseau amiral. Là. C'est vrai. Le vaisseau amiral, là, il n'a pas coulé, là, mais il a pris l'eau en maudit. Puis, c'est une sortie, là, on pourrait dire, inélégante. Ah oui, vraiment. Mais on ne lui a pas laissé beaucoup de temps. Honnêtement, là, 4 ans pour une start-up là, avant de décider d'arrêter de financer, c'est un peu court. On aurait pu attendre un peu plus longtemps. Et je pense, moi, l'information dont je dispose, c'est que les investisseurs américains auraient donné un peu plus de temps à Element AI. Cela dit, la critique d'Element AI est normale. Okay? Bengio s'est exposé. Ils ont mené ça très, très, comme on dit en anglais, show de boucan, okay, en québécois, là, c'est la grosse affaire. Et il y avait le train de vie de Google, mais pas les revenus de Google. Okay? Quand tu as juste les dépenses de Google, ça va mal. Et Google, lui, il s'appuie sur son engin de recherche, sa publicité qui est vendue. En fait, c'est une usine à faire du fric. C'est pareil pour Facebook. Et ces gens-là ont les moyens de payer des salaires astronomiques, des équipes de gens qui sont un pied dans la recherche, un pied dans le concret. Ils peuvent être patients parce que de toute façon, l'argent rentre à flot, ce qui n'était pas le cas de Element AI. Mais ça, c'est un autre élément là, que j'ai remarqué dans la balado. Il a parlé d'Element AI un peu comme une tâche au dossier de Yoshua, et ça, il a raison. Il y a un échec là partiel. Je pense que quand même... Pas juste pour Yoshua Bengio, là, je pense que... Non, pour tout le Québec. Oui, c'est ça. Le monde de l'IA au Québec. Quand ça a sombré, je veux dire, je me rappelle de ma face quand j'écoutais la nouvelle, je me disais... Et on s'y attendait. On s'y attendait parce que les gens regardaient là, les dépenses puis les revenus. Puis il y avait aussi des gens qui sont jaloux. Quand tu as beaucoup de succès comme Yoshua en a eu, et surtout au niveau de la recherche, puis même il y a des entreprises quand même qui ont eu du succès. Là. On parle de Abstat. Moi, je pense qu'Imagia, c'est un beau créneau. Il y a un vrai produit, un vrai besoin. Tandis que je te dirais qu'Element AI, là, c'était un petit peu un espèce de voyage sur Mars. Là, okay? À la Californie, avec beaucoup de dépenses, peu de revenus, et ils n'ont pas su ajuster en temps et lieu parce que probablement que les investisseurs américains leur disaient pas de problème, on est habitués, nous autres, d'en mettre de l'argent. Tu sais, écoute, il y a des compagnies, Google, Amazon, ça fait juste quelques années qu'ils sont profitables. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés dans ces compagnies-là. Ils étaient plus patients. Sauf que quand tu donnes ça à des investisseurs québécois,
puis eux autres sont proches de leur bas de laine. On n'est pas seulement tissé serré, là, on est aussi proche de notre bas de laine. C'est pas la même réaction. Ben, merci Claude, tout à fait. David, qu'est-ce que tu as? Ben, toi, c'est sûr que j'aurais aimé de plus parler. Ou le bout qui est, des fois, on fait une entrevue, puis une fois qu'on en parle de notre entrevue, après, il y a toujours un bout qu'on répète ou dont on parle plus. Toi, quel bout de ta rencontre t'a plus marqué avec Maxime? C'est sûr que quand tu es dedans, là, c'est pas pareil non plus là, directement, là, mais dans la discussion, ce que j'avais vraiment aimé ou dans le rapport, qu'est-ce qui m'avait beaucoup interpellé, j'ai déjà dit, c'est vraiment plus d'observer qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aime ça parler, voir des données, des choses qui disent des choses. Après ça, les intentions réelles des acteurs derrière, j'ai pas senti ou j'ai pas trouvé que le rapport voulait aller dans cette zone-là. J'ai pas trouvé que Maxime voulait aller dans cette zone-là. Puis moi, c'est ça que je trouvais intéressant parce que je connais pas les réelles intentions des gens qui sont là. Mm-hmm. Je peux assumer, je peux faire des hypothèses, mais ça va toujours rester des hypothèses. Mm-hmm. Après ça, à savoir si cette personne-là, Yoshia, peu importe les autres noms qui sont dedans, c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Moi, dans ce cas-ci, c'est pas ça qui m'intéressait. Puis c'est ça que je trouvais intéressant, c'est de dire, regarde, si tu veux lire ce rapport-là, puis pour toi, ça te choque, puis tu te dis, ouais, ils ont trouvé que j'ai fait, ou voyons, peu importe la raison, ben, le chapeau te fera, là, comme l'expression le fait. Fait que de pointer du doigt Yoshia, je pense pas que c'était l'objectif, moi, de ma rencontre, parce que j'y reproche absolument rien, mis à part que c'est vrai qu'il y a beaucoup de financement. Là, à savoir, est-ce que c'est la meilleure personne pour l'utiliser, ou est-ce que c'est la meilleure façon d'utiliser cet argent-là? Peut-être que mon avis va être différent que d'autres personnes. Je pense pas que c'est ça le rapport voulait faire. Puis c'était pas mon intention, moi, dans cette discussion-là. Le Mila, j'ai rien contre ce genre d'organisme-là. J'ai déjà exprimé dans cette entrevue-là mon ressentiment par rapport à la MNTR. Puis je pense qu'on l'a déjà assez nommé ici, là, finalement, par rapport à l'impact que ça a eu. Mais pour tout le reste, c'est un objectif de financement qui est tel quel. Je veux dire, dans mon lab, on a aussi de l'argent là, qu'on reçoit d'autres entreprises, d'autres trucs. Puis c'est très correct comme ça. Je pense plus que mon malaise, moi, est plus dans la commercialisation de l'académique. Puis là, moi, c'est beaucoup ça que j'ai senti, c'est qu'il y a une commercialisation de l'esprit académique. Bon, on est beaucoup, je pense que c'est très nord-américain, là, de comme, on veut pas tabletter de la recherche, on veut que la recherche mène automatiquement à une retombée économique. Ouais. Puis c'est ça que des fois, j'ai un petit peu de misère. Je comprends l'intérêt de ça. J'ai comme un pied là-dedans, un pied à l'extérieur de ça. Je comprends. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup ce ton-là dans les financements puis dans les discussions de financement qui sont faites. Puis c'est beaucoup le ton actuel là, de la transformation numérique là, du gouvernement. Puis je comprends, on a un gouvernement très business. Là, je veux dire, c'est presque tous des hommes d'affaires, puis ils ont ce discours-là. Faciliter Est-ce que je peux donner un exemple? Vas-y, Claude, donne-nous un exemple. Moi, j'ai déjà eu une entreprise qui s'appelait Machina Sapiens, qui est bien connue pour le correcteur 101, qui est devenue Antidote par la suite. Antidote, c'était un des succès là, de l'IA symbolique, OK? Puis maintenant, ils ont ajouté un moteur neuronal en collaboration avec ça dans la dernière version. Moi, je devrais être très, très amer face à eux. Moi, au contraire, je suis très fier d'eux, OK? Et tout ça, ça a été rendu possible parce qu'on a commercialisé la recherche-développement qui se faisait à l'Université de Montréal autour des grammaires de dépendance. Il y avait Igor Melchuk, qui est un génie, mais vraiment un génie fini de la linguistique, qui est en fait un réfugié soviétique, OK? Et lui, il nous a amené la technologie des grammaires de dépendance. Et nous, on a vu ça et on a dit, c'est avec ça qu'on va faire de la langue naturelle. Et c'est comme ça, c'est la base, en fait, technologique qui a donné naissance au correcteur 101 puis à Antidote. Et après 25 ans, Antidote est toujours dominant dans son marché. Okay? Et donc, on a quand même créé quelque chose là d'intéressant, même si moi, je suis plus impliqué là-dedans. Et je te dirais que c'est justement la commercialisation de cette recherche-là. Bon, elle était publique, on a utilisé le savoir, mais si on avait été ailleurs, on n'aurait pas bénéficié de ça. Donc, on a bénéficié du fait qu'on connaissait les grammaires de dépendance. Il y avait aussi de gros dictionnaires qui étaient en démarrage, qu'on a utilisé en partie. Et c'est comme ça qu'on a pu créer le correcteur 101. Je vais probablement mal exprimer. Là. Quand je dis commercialisation, c'est pas de prendre la recherche qui existe puis d'en faire un produit. Ce que j'entends qui a été fait ici, mais c'est plus dans le sens volontairement, on donne un pactole d'argent puis on dit à des chercheurs, faites juste des choses appliquées puis n'essayez pas d'approfondir les fondements théoriques de quelque chose. Puis c'est comme cette partie-là que j'ai l'impression qui est très pointée du doigt, là, puis que, en tout cas, moi, dans mes expériences que je vois, des entreprises qui sont comme, hey, on donne un pactole d'argent, le gouvernement donne plein d'argent, puis finalement, l'entreprise, ça coûte des peanuts pour spécifiquement s'attaquer à des problèmes qu'elle a déjà identifiés, plutôt que de dire, ben, on peut-tu utiliser la recherche, qu'est-ce qui existe déjà, pour tenter de l'emmener à l'intérieur de nous. Donc, il y a comme peut-être une petite différence de discours ici que
je trouvais qu'il C'est vrai était... qu'il y a des exemples où on le voit bien, là, ce passage-là, où il y a du financement public, puis ce financement public-là est repris, donc il est injecté en recherche, mais il est repris un petit peu par l'industrie, où il est instrumentalisé, je dirais, un peu par l'industrie en disant, ben, on prend du financement public, mais ce financement-là public va être guidé par des entreprises, par des idéaux, des objectifs, ou des intérêts qui sont vraiment liés à là. Ouais. Puis je pense qu'il y a là un peu le clash là aussi. Là, je pense qu'il y a moyen de faire la recherche définitivement, puis de commercialiser la recherche définitivement, mais c'est comme quand c'est purement un objectif d'affaires qui subventionne des fonds, puis que là, c'est comme le CRHNG, tout ça, on dirait qu'ils sont comme très intéressés par ça actuellement. Là. Des fois, j'éprouve un malaise dans certains projets personnellement. Là. Intéressant. C'est vrai qu'il y a ce malaise-là, on y reviendra un peu, peut-être un peu plus tard. Moi, de mon côté, ce qui m'a attiré le plus, et je le disais un peu en introduction, ce qui m'a attiré le plus ce qui a attiré mon attention dans cet épisode-là, c'est l'approche. C'est l'approche méthodologique. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'approche. C'est arrêter de regarder juste le contenu rationnel promu par ces institutions-là. Voici ce qui est publié en AI, voici ce qu'on dit de l'AI, mais là, c'est prendre un pas de recul ou de côté pour dire voici ce qu'est l'industrie AI en ce moment. Voici c'est qui les acteurs sociaux. Donc ça, cette approche-là, en tout cas moi, c'est ça que je me sens plus proche de cette approche-là. Donc, prendre un pas de recul pour observer les acteurs, pas juste étudier ce qu'ils disent, ce qu'ils font, mais non, pas juste étudier ce qu'ils disent, mais regarder un peu ce qu'ils font, qui ils sont. Ce bout-là plus sociologique, là, ça me fait du bien parce que maintenant, ça fait 25 épisodes, là, il y a café, là, puis là, évidemment, on commence à peine à cerner ce sujet-là de recherche, mais on quand même, en tout cas moi, dans mon cas, je commence à y voir pas mal plus clair sur qui sont les acteurs, qui sont les forces en présence, alors qu'il y a 25 épisodes, je n'étais vraiment pas à ce point-là ou ce moment-là, je dirais, dans ma réflexion. Puis, je me rappelle au début de la réflexion sur les AI, je me posais beaucoup la question, c'est quoi les AI? Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par AI? Puis, en ce moment, après 25 épisodes, mon constat, c'est que l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est juste une expression. Je la mets entre guillemets. Puis c'est une expression qui est utilisée pour faire de la recherche. Mais faire de la recherche au sens de qu'est-ce qu'on fait vraiment en recherche, là, c'est-à-dire produire. Un chercheur, c'est quoi que ça fait? Là? Ça produit des données, ça attire des étudiants aux études supérieures, ça publie des articles, ça publie, ça crée des alliances, on en a parlé, entre l'université, l'industrie, l'État. Donc, toutes sortes de tâches qui tournent autour de l'expression, entre guillemets, intelligence artificielle. Alors, c'est peut-être la plus grande force de cette expression-là en ce moment, là, c'est qu'elle est suffisamment confuse puis suffisamment intéressante pour mobiliser tous ces acteurs-là en même temps. Là. Je sais que c'est un portrait un peu plus peut-être cynique ou assez froid, là, je dirais, du système, mais c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai aimé dans l'entrevue, c'est ce que j'ai aimé dans le rapport. C'est un discours qui, moi, je trouvais ça rafraîchissant de voir un discours un peu plus, tu vois, un peu plus neutre, un peu qui me sort un peu du buzz. Moi, parce que là, le buzz AI, je le sens, je le vois, je le ressens, puis ça me faisait du bien un peu de sortir un peu, puis de dresser, de tenter, il est peut-être imparfait, là, mais de tenter au moins de dresser un portrait sociologique, je dirais, du domaine. Puis tiens, puisqu'on y est là, au rapport, vous l'avez lu, 48 pages, je vais vous poser des questions. Non, c'est pas vrai. Je ferai pas ça. Je ferai pas ça, mais je veux savoir ce que vous en avez pensé. On va commencer par Sylvain. C'est quoi les passages, les schémas, les bouts du rapport là, qui t'ont attiré, Sylvain? Moi, en fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est sur l'aspect plus promesse aussi. Mais ce que je dis, ce qui m'est venu aussi en lisant ce rapport-là, c'est que on présente des exemples de hype passé là, avec, par exemple, les nanotechnologies où l'enthousiasme est complètement affaissé. Mais j'aurais quand même aimé ça à voir parce que j'ai l'impression que peut-être
dans d'autres entreprises, ça a fonctionné. Je pense à l'industrie des jeux vidéo, là, qui est quand même assez forte à Montréal. Puis c'est parti aussi au départ d'une espèce d'initiative assez similaire. D'un gros buzz, puis que finalement marche. Oui, puis en même temps, parce qu'on a mis les conditions, là, on a des abattements fiscaux, des allègements fiscaux, des financements des salaires, des entreprises qui acceptaient de venir s'installer là. Puis je pense pas qu'on peut qualifier ça d'échec. Mais non, je pense que c'est complètement le contraire. Donc, j'aurais aimé peut-être un peu plus de perspective par rapport à ça. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le rapport de Gingras et je me souviens pas du nom du deuxième. Collaret. Collaret, oui, exactement. C'est un peu la stratégie un peu discursive qui est utilisée par les acteurs qui réclament cet argent-là. On parle de révolution industrielle. Oui, c'est intéressant ce bout-là. Exactement. On parle de Montréal plaque tournante pour attirer les capitaux. Puis quand on regarde les faits, je pense qu'il ne l'aborde pas dans son rapport, mais par exemple, Montréal, quand on regarde juste les investissements, le nombre d'entreprises qui sont créées, les capitaux, le capital risque, Montréal n'est même pas dans le top 25 au monde. Pas dans l'argent investi. Exactement. Toronto est dans le top 25, pas Montréal. Donc, ça, donc, Montréal, capitale de l'intelligence artificielle, ça n'a pas de réalité. Ça n'existe pas comme tel. Puis, je trouve ça intéressant. Puis en même temps, quand on explique là-dedans qu'il y a 40% du financement qui est quand même entre les mains d'une seule ou de deux personnes qui décident à peu près où vont les enveloppes budgétaires, ça m'apparaît quand même assez malsain. Si on attribue une enveloppe de 300 millions à un organisme, puis après ça, cet organisme-là décide à qui va cet argent-là, j'ai l'impression que parfois, si on distribue un million ou un 500 000, on va le donner parce que c'est du capital risque. Dans le capital risque, les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. C'est la seule chose qui les intéresse. Ça n'intéresse pas le bien. Probablement, oui, ils vont dire qu'il va y avoir le bien collectif, il y a des valeurs, il y a de l'éthique, oui. Mais le but premier, c'est de faire des profits. Puis si l'entreprise, elle démarre, puis au bout de 2-3 ans, il n'y a pas de profit, c'est fini. Ça va se terminer là. J'ai l'impression que l'objectif là-dedans, c'est pas d'arriver à peut-être faire émerger un Facebook ou un Google québécois. L'objectif, en fait, c'est juste de profiter un peu de la manne en ce moment. C'est-à-dire d'investir, puis d'aller chercher le retour sur investissement le plus rapidement possible pour aller chercher un petit peu de dividendes, de profiter de la rente qu'on peut avoir. Profiter du party aussi, nous autres, là. Exactement. De profiter un peu de la rente qu'on peut avoir temporairement avec cette vague-là, plus que des objectifs à long terme, peut-être de développement économique et tout ça. Et puis ça nous amène en même temps, je me souviens d'avoir tombé une fois sur les déclarations là, de Miss Assabi, là, qui est le fondateur de DeepMind. Il disait un peu la même chose. Il disait que son objectif premier, sa grande mission, c'est de résoudre l'intelligence. Puis après ça, c'est d'utiliser ça pour résoudre tous les autres problèmes auxquels l'humanité fait face. Par exemple, le réchauffement climatique, l'énergie. Bonne chance. Oui, rien de moins. Donc, il faut faire ça pour ensuite arriver à régler les autres problèmes. Mais moi, ça me dérange un peu, ce genre de discours-là, parce que c'est comme si on disait finalement que l'humain est un peu désuet lui-même ou incompétent et puis qu'il a peut-être un cerveau adapté pour l'âge des cavernes, un peu moins pour les problèmes de la complexité, de la mondialisation et de l'environnement et du changement climatique. Mais en même temps, c'est un rapport qui est dépolitisé au futur, ça. Parce que ce qui compte là-dedans, on parle d'adaptation. Donc, c'est juste ça qui compte. C'est pas l'autonomie, c'est l'adaptation, c'est inévitable. C'est comme si l'IA avait un peu les clés de notre adaptation ou de notre survie future. Puis ça, je trouve que c'est problématique. Puis, je pense que c'est quand même un peu, c'est peut-être pas directement abordé dans le rapport, mais ça manque un peu de diversité, je trouve, dans les objectifs de développer ce genre de technologie. C'est vrai, tissé serré, les objectifs sont tissés serrés aussi. Ça manque là aussi de diversité. Claude, sur le rapport, c'est quoi qui a attiré ton œil aiguisé? En fait, moi, je trouve quand même qu'il y a un travail utile de dire que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, les conseils d'administration se chevauchent, tout ça. Mais je te dirais que c'est aussi le fait d'une société de 8,5 millions d'habitants. Tu vas dans n'importe quel secteur, là, ça serait l'agriculture, le transport, l'éducation. Tu vas retrouver les mêmes personnes tout le temps, un peu au même... Bon, c'est sûr que les enjeux sont peut-être pas aussi importants, là. On parle pas de centaines de millions de dollars, mais là, dans ce cas-ci, c'est le cas. Donc ça, je pense que c'est pas un phénomène si surprenant.
Puis l'analyse des réseaux nous révèle toujours ça. On dit toujours le monde est petit, on est à 6 poignées de main de n'importe qui sur la planète, etc. C'est la réalité. C'est ce que ça montre quand tu fais des analyses avec Gephi, parce que j'en ai déjà fait, moi aussi, des analyses avec Gephi, des analyses de réseau. Tu trouves ça. Tu trouves qu'il y a des hubs, qu'il y a des points centraux, des points de convergence. Puis si je découvrais que Yoshua Bengio n'est pas dans un point de concentration au Québec, je me poserais des sérieuses questions sur ce qu'il fait dans la vie. Okay? Par contre, il pourrait être actif juste dans le domaine académique. Okay? Parce qu'on pourrait dire, là, écoute, Bengio, tu t'es cassé la gueule avec Element AI, occupe-toi de tes oignons académiques, t'es bon là-dedans. Puis il n'est pas bon, là. C'est le chercheur le plus cité en intelligence artificielle. Oh, il est bon. Okay? On a le Gretzky, le super Gretzky, là, il est là, on l'a dans notre équipe. Puis là, on reproche, dans le rapport, on en parle, de miser tout sur un cheval. Mais c'est beau, on a au moins un cheval, tu sais, puis il n'est pas tout seul. C'est un cheval qui vient avec une équipe. Là. C'est un cheval qui est avec 300 étudiants, etc. Sauf que c'est sûr que le produit qu'il livre, lui, c'est de la recherche. Okay, on a beau dire qu'il y a beaucoup de financement public, mais tu regardes, il y a très peu de financement privé d'ailleurs dans le MILA. On le reproche. On lui dit, il ne devrait pas faire ça, mais il le fait. Puis, bon, en tout cas, c'est l'ambiguïté de ce rapport-là aussi. Quand le MILA, il n'y a pas de problème. Il y a même pas un demi-million de contrats qui sont privés là-dedans. L'essentiel, c'est de la recherche académique. Okay? Et c'est pas tout applicable, ces choses-là. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont des avancées qui seront peut-être prometteuses dans 10 ans, mais qu'actuellement, on ne peut pas exploiter. Et c'est peut-être ça qui manque le plus actuellement, parce qu'on va en parler, je pense, de l'écosystème québécois, c'est le transfert. Là où Toronto a réussi, c'est qu'ils ont réussi à faire le transfert entre les universités et les entreprises. Il faut dire que le milieu entrepreneurial de Toronto est beaucoup plus gros, plus mature. Toronto, c'est quand même une des grandes capitales nord-américaines. C'est pas pour rien que nous autres, on a le Festival des films du monde. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Mais eux autres, ils ont le festival. OK, ils ont l'équivalent de Cannes maintenant. Puis Montréal, à l'époque, c'était la plaque tournante pour les films. OK? Maintenant, c'est plus ça. Et puis, je pense que là, en IA, faut voir. Je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment transférer, puis il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour amener ça à autre chose que de produire. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'on produit de très beaux cerveaux, et ces cerveaux-là vont aller travailler chez Facebook, chez Google, et on ne va pas nécessairement créer les entreprises, là, les startups là, que je préfère appeler les techno... les jeunes pousses. Les technopousses. Technopousses, c'est beau, parce que ça. Jeunes pousses, ça fait un petit peu bébé. Là. Ça fait bébé. Technopousses, j'adore. C'est moi qui l'ai inventé. Yes. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est dire il faut dynamiser l'aspect création d'entreprise et peut-être d'être plus démocratique aussi dans tout ça. Parce que c'est sûr que le tisser serré, c'est intéressant, mais il devrait y avoir un peu plus de consultation, des gens de l'externe. Mais écoute, c'est peut-être la façon aussi d'être agile, d'agir rapidement. Mais on ne peut pas dire qu'on a réussi au niveau du transfert. À l'heure actuelle, c'est la partie. Je pense qu'au niveau recherche, c'est bien, mais au niveau de le sommet de la pyramide, on l'a, mais on n'a pas la base. Là, on n'a pas la base, mais quand même. David, sur le rapport. Ouais, pour faire un peu de pause à ce que Claude a dit, moi aussi j'avais beaucoup un peu plus mais j'avais déjà eu cette discussion-là, justement, que la France aime bien le Canada parce qu'ils viennent prendre toute notre recherche, parce qu'on est vraiment bon pour en faire en IA, puis après ça, eux autres sont vraiment bons pour l'appliquer. Puis, je pense que c'est beaucoup le discours actuel, là, la transformation numérique, transfert, innovation technologique, numérique, etc. Là, en plus, c'est le mois actuellement de ça là, pour le gouvernement, puis ils viennent d'annoncer ce genre de choses-là. Mais un truc qui est intéressant aussi dans le rapport, je pense que ça a comme été nommé, c'est la proportionnalité de nos capacités. Là. Claude l'a dit, là, on est 8 millions, là, ish, là, quelque chose comme ça. Là. Ça crée beaucoup moins d'opportunités qu'une ville de Toronto doit être ça, 8 millions à peu près, là, Toronto métropolitain. Fait que c'est sûr que tu as beaucoup moins de réseaux, puis c'est sûr que ça va être proportionnel, les opportunités que tu peux faire. Puis je disais, en fait, c'est Sylvain, là, toi, qui parlait, me semble, dans ton épisode, là, justement, les ultra-métropoles qui créent des opportunités parce que les gens se rencontrent, puis c'est comme exponentiel, finalement, plus que des gens, plus que tu peux avoir de... Fait que, je pense qu'on a un peu ce problème-là, puis on a comme un mix d'idées de grandeur avec un peu l'historique québécois classique là, de petit pain, puis on voit petit, puis etc. Fait que, il y a comme, je pense, une espèce d'ambivalence, puis un désir opposé de vouloir comme on va aller loin, mais en même temps, on n'a peut-être pas les ressources à la hauteur de qu'est-ce qu'on voudrait. Je pense que c'est effectivement difficile, là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaises expériences de transfert technologique. Il y a beaucoup d'entreprises, de personnes que j'ai
communiquer dans le milieu privé, puis qui se tiennent loin des universités parce que pour eux autres, c'est pas une belle expérience. Puis Elementary n'était pas une belle expérience pour ça non plus. Puis il y en a plein d'autres. Fait que c'est comme difficile. Puis je pense qu'il y a beaucoup de flanelle autour, là, des fois, de certains discours d'IA, là, puis c'est tout beau, puis vous allez voir, on va faire la belle innovation. Puis finalement, il n'y a pas vraiment grand-chose. Mais c'est comme comment on trouve cette espèce de mix-là. Je pense que c'est effectivement le cheval, pas le cheval de bataille, là, mais c'est comme le nerf de la guerre actuelle là, pour si on veut atteindre nos objectifs, puis d'aller vers quelque chose qui est peut-être plus de la vraie commercialisation de tout ce développement-là. Oui, ça revient encore, c'est ça, la commercialisation. Ça s'en vient. Moi, dans le rapport, le rapport me tient, puisqu'il y en a qui ne l'auront pas lu, peut-être, là, je vais commencer par vous résumer. Moi, la plus belle carte que j'ai vue, moi, que j'avais longtemps envie de la voir, c'est sur les acteurs. Il y a un beau schéma, je ne me rappelle plus à quelle page, là, mais on voit la figure 1, on voit les acteurs, les principaux acteurs. Puis Claude a raison de le mentionner. C'est sûr que c'est pas surprenant qu'ils soient là. Mais c'est intéressant de le voir parce qu'on les sent que ces acteurs-là ont du pouvoir dans le système, font partie ou créent cet écosystème-là, puis on les voit. Donc, les acteurs, évidemment, il y a le MILA. Puis pour ceux qui sont à l'extérieur du Québec, le MILA, c'est l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Pourquoi MILA? Ben parce qu'avant, ça s'appelait le Montreal Institute for Learning Algorithm. Donc, MILA de cette façon-là. Deuxième, IVADO, donc l'Institut de valorisation des données. Le troisième, Scale AI, donc qui est une OBNL. C'est intéressant de le dire. Hein? C'est une OBNL, puis ça fait partie des enjeux. C'est un centre d'innovation, comment ils disent ça? De co-investissement. Leur mission, stimuler la productivité des industries canadiennes en intégrant de l'AI. Quatrième acteur, le CDL, donc le Creative Destruction Lab. Destruction, je ne sais pas. Pourquoi détruire quoi? Whatever, c'est le nom qu'ils se sont donnés. Donc, il travaille, lui, avec les startups, les technopousses, j'aime bien ce mot-là, qui utilisent les technos, dont l'intelligence artificielle. Puis finalement, il y a le Comité consultatif ministériel sur l'intelligence artificielle, donc le CCMIA. Donc, on voit là ici, là, c'est plus d'ordre de ministère, politique, gouvernemental. Donc, ça, c'est les principaux acteurs. Puis, même si c'est pas une surprise de les voir, je trouve ça intéressant d'avoir sur schéma une façon, un lieu pour les voir. Puis j'aimerais ça l'avoir dans plusieurs pays de la francophonie, voir qui sont les principaux acteurs en ce moment, pour voir peut-être qu'ils se parlent aussi entre eux, là, ces acteurs-là. L'autre affaire qui a attiré mon intérêt, c'est le passage, quand on disait qu'il y avait peu d'acteurs, des personnes qui sont... il y a quelques personnes qui sont impliquées, mais surtout le rôle et l'importance que ces personnes-là, puis les différents rôles que ces personnes-là pouvaient occuper dans l'écosystème. Puis moi, en tant qu'éthicien, c'est sûr, les conflits d'intérêts, les conflits de rôle, puis tout ça, c'est sûr que ça attire mon attention. Il y avait l'exemple, donc des personnes qui occupent, c'est ça qui est intéressant dans le financement de la recherche, des personnes qui occupent à la fois des rôles qui peuvent être compatibles, mais qui peuvent aussi être incompatibles. Des personnes qui occupent des postes dans des universités, qui vont occuper des fonctions politiques ou qui vont occuper des rôles où il y a des tâches, je dirais, liées à la politique, puis un rôle économique aussi, donc qui se promènent dans ces trois sphères-là. L'exemple qui était donné, c'est lui, Madame Desmarais. Donc, Hélène Desmarais, pour la nommer, on va la nommer ici, mais pourquoi pas? Ils l'ont bien nommée dans ton podcast. Donc, Hélène Desmarais, qui est, je pense que c'est un exemple, c'est pas pour pointer vers elle, mais c'est intéressant de voir, quand on décortique un écosystème, Hélène Desmarais, qui est présidente et coprésidente à la fois de IVADO, IVADO Lab, Scale AI, CDL, puis des HEC, donc des hautes études commerciales à Montréal, ce qui fait d'elle une des gestionnaires de plus de 40% des fonds publics investis en AI au Québec. Je peux bien comprendre qu'on est petit, on est juste 8 millions, mais il y a quand même une personne qui a son mot à dire sur 40%
ou qui a des chances de parler. Tu sais, c'est ça le pouvoir aussi, là, qui a la chance d'intervenir dans l'octroi de 40% des fonds publics investis au Québec. Donc, moi, c'est ce genre d'affaires-là, pas pour les pointer du doigt, pas pour dire qu'il y a nécessairement un problème, mais moi, je vois des fragilités, des failles, des zones de risque. Tu sais, c'est pas une faute encore, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de collusion, il n'y a pas de corruption, mais il y a quand même, à force de regrouper le pouvoir dans peu d'acteurs, peu de personnes, il y a un risque. Puis je trouve que le fait qu'on le mentionne comme ça ou qu'on le démontre, qu'on l'affiche, ça nous permet de voir qu'il peut y avoir un risque, puis risque potentiel, je vais le dire, pour qu'on comprenne bien que je ne dis pas qu'il y a de problème, mais il pourrait y avoir des problèmes qui découlent de cette situation-là. J'aimerais intervenir, je pense. Vas-y, Claude. Si tu me permets. En fait, tu as raison, c'est vraiment très incestueux, qu'on pourrait dire. Et la raison pourquoi ils font ça souvent, c'est pour être agile, pour que ça aille vite, tout ça parce qu'on est pressé, etc. Je pense qu'il pourrait y avoir davantage de démocratie à ce niveau-là, un peu plus de contrôle, sans non plus faire les trucs de gouvernance. Moi, j'ai eu des projets là, où on dépensait 10% de la somme totale. Il y avait 3 vérificateurs qui étaient dans le projet, pour finalement vérifier pas grand-chose, mais ça coûtait 10% de la somme, plus que l'administration du projet, juste pour la gouvernance. Donc, il ne faut pas devenir fou non plus là-dedans, mais c'est clair qu'on pourrait avoir des règles un peu plus strictes, etc., puis faire participer plus de monde, puis que ça soit un peu plus démocratique. Je pense que ça ne ferait pas de tort. Surtout que là, c'est en démarrage. Maintenant que c'est démarré, peut-être qu'on pourrait introduire des règles un peu moins souples, puisque maintenant, la structure est là. Ça, je pense que personne s'objecterait à ça, là, que ça soit un petit peu moins concentré. Par contre, comme je disais, ça arrive ailleurs. Tu sais, c'est pas le seul domaine où au Québec, là, on fait le tour, n'importe quelle industrie, n'importe quel domaine, le théâtre, n'importe quoi, tu vas voir, c'est toujours les mêmes joueurs qui sont là parce qu'on est une petite société. Cela n'empêche pas le fait que y a des synergies aussi qui peuvent être intéressantes. Moi, j'ai jamais vu, tu sais, travailler à l'Université de Montréal et l'Université McGill, c'est un exploit en soi. Le MILA. Parce que, écoute, c'est pas pour rien qu'il y a 2 méga hôpitaux universitaires à Montréal. C'est parce que la faculté de médecine de l'Université de Montréal puis celle de McGill, ils n'ont jamais réussi à s'entendre pour faire un seul méga hôpital. C'est qu'on en a payé 2 à 4 milliards pièces. Moi, je suis content quand je vois qu'il y a un MILA, pas un MILA à McGill, puis un MILA à l'Université. Oui, vu de même, c'est vrai. C'est vrai. C'est déjà. Puis l'idée de regrouper, tu sais, puis pourquoi que l'UQAM n'est pas là? Je pense que l'UQAM, y aurait leur place. Là, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs en IA de pointe, là, surtout du niveau de Benjo. Il n'y en a pas à l'UQAM, là, soyons sérieux. Mais ça n'empêche pas qu'on peut. Il y en a peut-être un qui nous écoute en ce moment qui est bien fâché. Tout à fait. On peut en former. Moi, écoute, je suis diplômé de l'UQAM. On peut en former, on peut, tu sais, je pense que la porte n'est pas fermée, là, OK? Mais il faut être joueur d'équipe, ce qui n'a pas été le cas, je dirais, de tout le monde. Et ça, c'est un gros plus, là, le fait qu'on joue en équipe, ce petit côté milieu fermé, c'est aussi le côté serré, c'est aussi le côté jouer en équipe. Parce que jouer en équipe, ça demande ça. Une équipe de hockey où chacun fait son affaire, puis qu'il y a des intermédiaires, tu ne parles jamais aux joueurs, mais il faut que tu parles à leur gérant, là. Tu ne vas pas bien loin, là. Tu ne gagnes pas la Coupe Stanley, là. Non, tu vois, c'est clair. OK, donc, il y a des avantages à ça. Il n'y a pas que des désavantages à ce tricotage-là, mais il faut faire attention. Et je te dirais que notre plus grande garantie là-dessus, c'est l'honnêteté intrinsèque de Yoshua Bengio. Ce gars-là, on rigole, on dit c'est le prix Turing, c'est pas le prix Nobel. Je m'excuse, en IA, il n'y en a pas de prix Nobel. En informatique, il n'y en a pas. Et c'est pas seulement moi qui dis ça, mais le prix Turing, c'est reconnu mondialement comme l'équivalent du prix Nobel pour l'informatique. Okay? Et donc, c'est pas rien, là. Et on a la chance que ce gars-là, il est prêt à travailler en équipe, il est prêt à jouer avec les autres. Okay? Et il a favorisé des projets, entre autres, l'émergence de l'Ovia. Ça, je pense que ça joue un peu dans la tête d'Yves Gingras parce qu'il y avait un projet concurrent qui n'a pas été accepté. Je passe ça en coulisses, là. Okay? Un petit 6 pouces dans les côtes, là, pour Gingras. On le voit que tu es à la défense, puis c'est bien, tu joues bien ton rôle. Ben justement, c'est quoi qui manque à ce système-là? Le Claude, déjà, commence à identifier des manques dans le système. On a un beau réseau tissé, serré, mais en même temps avec une belle synergie. Mais qu'est-ce qui manque à cet écosystème AI? Comment on peut l'améliorer? Peut-être, Sylvain, comment tu vois ça?
Moi, en fait, je vais juste faire un petit peu de rebond sur ce que Claude Vas-y. vient de dire, mais ça va aller dans le même sens de ta question aussi. En même temps, qu'est-ce qui manque? Je pense que pour avoir déjà suivi quelques conférences là, de Claude, Claude, c'est ça, Claude Gingras, je pense. Yves Gingras? Yves Gingras, excusez. Bon, Yves Gingras, en fait, oui, il était dans un projet concurrent, mais la reproche, la critique principale qu'ils font, eux, à Lobbyvia, un peu à tout cet écosystème-là en même temps, c'est qu'on retrouve, non seulement on retrouve des chercheurs qui sont sur des entreprises privées aussi, qui ont de multiples fonctions, de multiples chapeaux, mais en plus, on retrouve des chercheurs en informatique ou en mathématiques qui s'occupe aussi des aspects éthiques et sociologiques de la recherche en IA. Puis ça, pour lui, je pense que c'est un problème. Puis quand on regarde, aujourd'hui, c'est un petit peu, ça s'est amélioré, mais quand on regarde au début la mise sur pied de Lobbyvia, on disait, il y a 80 et quelques de chercheurs en sciences sociales, mais quand on regardait les profils, c'était management, c'était relations industrielles, c'était beaucoup de HEC, beaucoup de droit, mais presque pratiquement aucun sociologue, pratiquement aucune personne qui est en communication, pratiquement aucun anthropologue, personne en politique non plus. Donc, c'est quoi les sciences sociales dans ce contexte-là? Je pense que ça, c'est justement un aspect peut-être qui manque, peut-être un recul critique, parce qu'on fait beaucoup d'IA éthique, c'est une bonne chose. Mais en même temps, comme par exemple avec la Déclaration de Montréal, là, ça pose un peu la question, est-ce que ça, c'est pas un permis, vous dire, on a fait un effort, voici des beaux principes éthiques, puis après ça, on ne s'occupe plus vraiment de ça. Puis là, ça pose la question, est-ce que c'est là pour protéger, est-ce que c'est une espèce de garde-fou moral, pour dire on a fait ce qu'on pouvait, ou est-ce que c'est là pour protéger les enjeux de discrimination et de s'assurer une mise en place, ou c'est juste là comme une espèce de divertissement pour peut-être capter l'attention ailleurs? Tout à fait. Claude, toi, tu en as déjà parlé un peu, mais disons que si tu résumes ça, là, les manques que tu as identifiés. Moi, je pense que c'est au niveau du transfert technologique où ça manque le plus. Puis il y a des organisations comme le CRIM qui l'ont déjà fait beaucoup, qu'on revoit, là, qui reviennent un peu, parce que ça a passé proche de fermer, là, on s'entend, le Centre de recherche informatique de Montréal. C'était devenu peau de chagrin, là, il n'y avait plus personne. Là, l'attrition, il n'y avait plus d'équipe, il n'y avait plus personne. Et des centres de transfert, en fait, qui peuvent être affiliés aux universités, qui peuvent être des CCTT, là, les centres de transfert collégiaux là, en technologie. Ça peut être des façons d'amener ça dans les entreprises, puis pas seulement les grandes entreprises qui ont déjà des ressources et tout. Il y a des technologies là, qui sont mûres. Là. Moi, je pense à la vision artificielle. Ça peut s'appliquer partout. Il y avait un gars les patates d'Olbec, qui disait quand l'IA est rendue dans les patates, là, c'est le temps de vous réveiller, les amis, là, en parlant des autres entreprises. L'IA est rendue dans les patates, réveillez-vous, il y a des choses à faire. Oui, c'est vrai. David, toi, les manques que tu identifies à partir de ta lecture du rapport? Je ne sais pas si je voyais d'autres choses tant que ça à améliorer. Mis à part peut-être un meilleur sentiment de gouvernance ou de transparence de la part des entreprises ou de l'académique ou tous les niveaux, là, finalement, sur qu'est-ce qui va être fait. Tu sais, je pense qu'il y a un gros travail de communication auprès des gens, auprès des... Tu sais, comme comment on gère les attentes, tu sais, pour essayer justement cette bulle-là ne se dessouffle pas de manière drastique. Je pense qu'actuellement, c'est un peu ça que j'ai l'impression qu'il manque. Il y a beaucoup de gens, tu sais, je comprends, là, c'est comme une dualité. Là, tu veux souffler la ballonne pour avoir de l'argent le plus possible, mais en même temps, à un moment donné, cette ballonne-là va se dessouffler là, si tu ne souffles pas assez fort. Là, tu sais. Puis, il y a beaucoup de discours que j'entends de différents niveaux, là, sans nommer personne, que il y a beaucoup de blabla là-dedans. Là. Il y a beaucoup de choses comme « ouais, non, c'est pas ça pantoute que ça doit être, c'est pas ça pantoute que c'est vraiment l'IA actuelle, l'IA moderne. » Puis le discours éthique, un peu comme Sylvain dit, des fois j'ai l'impression que c'est ce genre de choses. Parce que moi, on s'est donné les bonnes étiquettes, là, puis on se tourne de bord, puis on fait la même affaire qu'on faisait avant. Google est un excellent exemple de ça. On a mis un comité éthique, mais la seconde que quelqu'un qui a fait un whistleblower, ben on est comme « non, toi tu t'en vas », puis on continue comme si c'était rien passé. Ça devient juste cosmétique, puis ça devient juste... Exact. Cosmétique, c'est un excellent terme pour dire ça. Puis, même au niveau du gouvernement, là, je pense qu'il y a un gros désir d'aller vers ça, mais la politique canadienne là, sur l'IA, là, c'est 4 règles de mémoire, là, puis c'est assez vite. Il manque beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un très grand désir de vouloir
aller plus loin. Là. Actuellement, ils sont en processus d'appel là, pour écouter ce genre de discours pour l'améliorer, mais il manque encore quelque chose. Là. Puis je n'ai pas trouvé, moi, exactement c'est où la pièce, comme, à mon avis, là, qui me manque, mais je sais qu'il manque quelque chose. Je n'ai pas donné de nom encore. Là. Mais il manque quelque chose. Moi, de mon côté, ce qui manque, je pense que je résumerais un peu là, ce qui a déjà été mentionné. C'est vrai qu'on finit par le redire. Là, il manque un petit peu de lousse, pour le dire comme ça, là, dans le tissu serré. Là. C'est-à-dire que on aime ça, là, nos chandails bien tissés serrés. Au Québec, là, ça nous garde au chaud, mais le système manque un peu de... Puis c'était pointé aussi par Sylvain, il manque peut-être un peu de diversité dans les acteurs. Sinon, dans certains domaines, il manque carrément d'acteurs, point. Hein, c'est-à-dire que le faible nombre d'acteurs, le manque de diversité, si j'avais à les résumer comme ça, c'est ça. Je trouve on se partage la tarte. Il y a une grosse tarte AI au Québec, mais on oublie que certains n'ont pas de tarte. Tiens, je vais le dire comme ça. Là, je comprends que, comme c'est mentionné dans le rapport, donc ici, le passage dans le rapport mentionne, l'idée semble être de concentrer les ressources sur un petit nombre de priorités afin de maximiser, comme en finance, le retour sur investissement. Donc, je comprends que c'est ça l'idée. On choisit quelques chevaux, là, puis on dit « let's go », on s'en va avec eux. Mais on oublie, me semble-t-il, qu'il y en a certains qui ne sont pas invités au party, puis que ces personnes-là ou ces chercheurs-là, ces compagnies-là, tous ceux qui ont un peu moins de financement, peut-être que ces acteurs-là ont aussi des idées brillantes, des projets passionnants, des projets novateurs, puis ils n'ont pas nécessairement la place peut-être qu'ils mériteraient dans ce système-là. Donc, j'irai avec ce manque-là. C'est pas si mal, mais il y aurait peut-être mieux à faire là, en matière de diversité, de nombre et de diversité des acteurs impliqués. Sur les forces maintenant, donc le système essaye de nous réfléchir sur les manques, mais il révèle aussi certaines forces du système. Quelles forces que vous voyez, on va commencer encore par Sylvain, les forces de l'écosystème que tu vois à la lecture de tout ça? J'ai généralement beaucoup plus de facilité pour identifier les faiblesses qu'identifier les forces. Oui, c'est ça. Ça serait assez difficile à répondre à celle-là. Je dirais que c'est l'effort. L'effort est là. Est quand même une espèce de... Parce que je pense que un des problèmes, parce que moi, j'ai quand même fait beaucoup d'entrevues avec des entrepreneurs au courant de l'été, puis ils pointaient toujours un peu la même chose, une espèce de décalage qu'il y a entre la quantité de recherche qui est faite là, en université, tout ça, et le manque de débouchés à ces recherches-là. Donc, je pense que c'est sûr que la mise en place d'un écosystème, ça peut favoriser un petit peu plus le transfert, la traduction là, des recherches fondamentales en application concrète, là, commerciale. Donc, je pense que c'est quand même... Puis en même temps, c'est un peu ce qu'il y a dans le rapport, c'est que, je veux dire, on peut critiquer comment est-ce que tout ça, l'architecture de tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait sinon? On fait rien. Je veux dire, c'est quand même un phénomène qui est mondial. Donc, faut quand même essayer de faire quelque chose. Ben oui. C'est pour ça aussi, je pense que l'accent est mis sur... qu'on peut manquer la prochaine révolution industrielle, puis que bon, c'est un enjeu technologique important. Donc, il faut absolument que le Québec prenne parti à ça. Puis je ne sais pas à quel point ça questionne aussi le passé peut-être colonial, petit peuple du Québec aussi, d'essayer de pas être laissé pour compte dans cet événement-là, dans ce phénomène-là. Donc, je pense que ça c'est peut-être un élément de... C'est vrai. Peut-être la force, là. Ouais. Intéressant. Claude, les belles choses, les forces que tu vois dans ce rapport-là, ou peut-être ce que ça démontre des forces du système, de l'écosystème en place? En fait, le fait que ça soit tricoté serré, ça a des atouts au niveau de l'agilité, de la prise de décision. On peut faire les mauvais choix. Hein. Si on pense que Yoshua Bengio, c'est pas le bon choix, ça va mal à la shop, parce qu'on est pas mal concentré autour de lui. Je te dirais en même temps... C'est sur qui tu miserais, en tout cas. Oui, je pense qu'on a misé sur nos forces, puis c'en est une force. Je pense que... Tout à fait. Mais c'est le côté académique. Là, c'est pas le côté affaires. Bien qu'il y ait des choses quand même qui fonctionnent là, autour de lui. Là, je pense qu'Abstract, c'est pas un échec. Il m'a dit il y a plein de choses. Là où ça a moins bien fonctionné, c'est Elementary, mais pour moi, c'est un peu un drôle d'éléphant rose là, qui est apparu, puis
qui a pas décollé. Il n'avait pas les oreilles assez grandes, il n'avait pas les oreilles de Bilbo là, pour voler. Fait que finalement, je te dirais qu'il manque encore. On a une pyramide très bien garnie dans le haut, là, la pyramide de recherche. On pense que là-dessus, on est bien servi. Mais c'est au niveau de transfert des applications, de l'ingénierie, où là, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'on voit aussi la différence entre les grandes entreprises, les GAFAM, qui eux autres ont toutes ces ressources-là d'ingénierie. Là. Quand ils ont des idées, les chercheurs ont des idées, et pour arriver à faire des implantations, pour arriver à faire des produits, ça va vite parce qu'ils ont toute cette expertise-là. Et ça, je pense que c'est le tissu qui nous manque. On a le haut de la pyramide, on a la recherche, mais la partie application, on commence à l'avoir, ça prend un peu plus de temps, mais il faudrait qu'on insiste un peu plus sur cette partie-là pour qu'on ait un écosystème qui ressemble moins à une république de bananes, là, où on a le château là, du président, là, puis à côté, là, c'est des cases vides avec pas d'eau, pas d'électricité. C'est pas mal ça. Là. On devrait avoir un écosystème un peu plus balancé avec une belle pyramide. Le sommet, on l'a. Je pense que ça va bien côté de la recherche avancée. Mais là, au niveau des applications, au niveau de la pyramide industrielle, c'est moins garni. Puis ça, il faut trouver des solutions. Des solutions pour développer tout ça. David, sur les forces que tu vois, c'est sûr que c'est juste un document, là, mais quand même, on commence déjà à se faire tranquillement à se faire une tête, les forces que tu vois de cet écosystème-là. C'était intéressant, qu'est-ce que Sylvain et Claude ont dit, puis à travers toute la discussion, puis je réfléchissais là, pendant que tout le monde parlait, puis je pense que qu'est-ce que je ressens qui est intéressant, là, Claude l'a bien nommé, c'est la collaboration universitaire. Là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres exemples où est-ce que beaucoup d'universités se sont assis autour d'une table et ont dit là, on a un projet collectif ensemble, on se fait pas chacun notre hôpital, là, on va pas faire chacun notre Mila, puis on part, puis on s'en va avec le même objet. Absolument, on se garoche des roches, là. Ouais, c'est ça, là. Puis, je veux dire, c'est ça, là, tu sais, puis c'est intéressant, puis j'aimerais ça que ça aille plus loin, puis j'ai l'impression que c'est une force, parce que là, en tout cas, moi, je crois à la collaboration, puis c'est comme ça que tu peux créer plus des interactions, tu peux avoir des, tu sais, comme des collègues, que tu es comme, ah ouais, toi, c'est ça ta vision en sociologie, etc., puis, tu sais, finalement, c'est comme ça que tu peux amener à améliorer ton projet, finalement. Puis je pense que ça, notre écosystème, la proximité de nos universités aussi, là, on s'entend que on a 3 universités sur l'île de Montréal, c'est quand même assez particulier. C'est quelque chose qui était vraiment une force, je pense, pour le niveau académique. Mais Claude l'a dit, je pense, j'abonde vraiment dans son sens, il manque des couches en bas, il manque de la mise en production de modèles, il manque la mise en production d'IA. Puis ça, cette expertise-là est encore assez balbutiement ici au Québec. Puis, on a un problème de main-d'œuvre qui est présent, un problème de main-d'œuvre en TI. Puis, ça va être difficile de résoudre ce problème-là pour que ça se concrétise. Oui, c'est vrai, ça. Bien résumé. Je te voyais réfléchir au-dessus de ton micro. Je me dis, est-ce qu'il pense à sa soirée? Non, il réfléchissait à tout ça. Moi, de mon côté, ce que je vois, c'est... Moi, ce qui m'a encouragé là-dedans, c'est que je commence à lire des articles comme ça. Peut-être qu'ils existent, là, mais tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que je suis le domaine. Mais quand tu regardes ce qui s'est écrit depuis, je sais pas, ici, le gros buzz, il est là depuis 2016, peut-être, 2017. En fait, depuis qu'on s'est mis à investir de l'argent là, comme ça, je dirais que c'est à peu près ça. D'ailleurs, c'était du financement sur 5 ans, là, ça devrait achever bientôt. Mais ce qui m'encourage, c'est justement, tranquillement, on commence à voir ce type de discours-là. Je pense que n'importe quel domaine de la science, on a parlé des domaines de la science où il y en avait eu des buzz puis des débuzz. Puis quand un domaine de la science arrive à maturité, il commence justement à générer ce type de discours-là, autocritique. C'est un domaine qui, me semble-t-il, a justement besoin de ce genre d'analyse un peu plus neutre, un peu plus à l'écart du buzz. Peut-être que justement, c'est des personnes qui ont été privées peut-être du buzz de l'AI ou qui auraient aimé avoir une pointe de tarte plus grande, mais en même temps, c'est intéressant d'avoir un regard externe qui tente de se protéger un peu du buzz, puis de l'enflure, puis du discours hyperbolique. Là, donc, il y en a plusieurs qui s'intéressent aux enjeux sociaux de l'AI, mais en même temps, les enjeux sociaux, c'est aussi de regarder les forces sociales qui sont en présence. Puis, ça prend ce genre de discours-là à l'intérieur des chercheurs qui s'intéressent aux enjeux sociaux. C'est intéressant de les lire comme ça, des textes où on commence à s'intéresser à ça. Mais ce qui manque aussi peut-être, là, c'est que ce discours-là se trouve une place aussi dans les médias. Dans les médias, en ce moment, là, c'est vraiment... Si le buzz est grand en recherche,
il est encore plus grand dans les médias. Puis je trouve que ce qui manque, c'est peut-être le signe, ce genre d'article-là, c'est peut-être le signe que ça va changer. C'est dans les médias, il manque... Tu sais, sur les médias scientifiques, entre autres, il y a toujours le vulgarisateur scientifique là, qui nous explique comment ça fonctionne, puis des fois, ils font quasiment la promotion des technologies. Mais ce qui manque en ce moment dans les médias, tu sais, ce genre de travail-là, ça pourrait être aussi un travail médiatique. Hein. Les médias, il y en a peut-être qui nous écoutent en ce moment, là, le média de type chien de garde. Là. Il y en a en politique là, qui regardent, il y a des millions là, qui se dépensent. Là. Je suis toujours surpris de constater que les médias ne s'intéressent pas plus à un domaine où il y a tant d'enjeux importants, il y a tant d'acteurs importants, il y a tant d'argent qui est investi. Donc, c'est ça. Je pense que c'est ce que j'aimerais voir éventuellement, puis j'espère que c'est le signe d'un regard différent sur l'intelligence artificielle, c'est que ça se passe. Tu sais, on a une belle bulle en IA en ce moment, c'est enthousiasmant, mais peut-être qu'il faut commencer à discuter ou à réfléchir plus intensément sur la réalité de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se fait? À quoi ressemblent les systèmes en ce moment? Quelles sont les pressions sociales, les différents acteurs qui agissent? C'est quoi les failles? Un peu la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Là. C'est quoi les failles du système? Comment on peut les améliorer? Puis si on le fait, ben justement, on pourra peut-être sortir un peu de la bulle. Moi, c'est ce qui m'inquiète, là. C'est la bulle spéculative puis le plantage. Puis je pense que s'il y a quelques acteurs importants qui se mettent à poser un peu plus de questions, il y aura peut-être moyen de rasseoir, créer les assises dont Claude les mentionnait, une structure qui est peut-être plus solide puis qui permettra à l'AI de survivre un peu. Sylvain parlait de l'industrie du jeu vidéo. C'est vrai, c'est un bon exemple. Ça en est de la techno avec un gros buzz qui finit par réussir puis s'installer de façon pérenne. Puis j'espère qu'il n'arrivera pas à l'intelligence artificielle, ce qui est arrivé avec les nanotech, c'est-à-dire que aujourd'hui, on dit nanotech, puis personne ne sait c'est quoi en ce moment. J'espère que dans 15 ans, on n'aura pas ça. Bon, j'en doute que ça va vraiment... je suis plutôt pessimiste, je dirais. J'ai l'impression que le buzz va débuzzer à un moment donné. Ça ne disparaîtra pas. Là. Ces technologies-là sont là, ils vont continuer à se déployer. Mais le buzz, j'ai l'impression qu'il va finir par réduire. Je ne sais pas. Vous autres, êtes-vous enthousiaste? Êtes-vous pessimiste? Pensez-vous qu'il y a un buzz, des buzz? Sylvain, t'es rendu où dans ta réflexion? J'ai l'impression que le buzz, le haut de la vague a été atteint, puis maintenant, on va peut-être plus entamer la suite des choses. Même que je remarque que le terme même, là, le mot même, là, intelligence artificielle, c'est de moins en moins utilisé là, dans le milieu. Ils vont utiliser d'autres choses. Ils vont utiliser soit le nom de la méthode qu'ils utilisent, qui peut être des méthodes traditionnelles sans être nécessairement de l'IA, ou s'ils vont dire machine learning ou deep learning. Donc, ils vont essayer de se dissocier même de ça. Donc ça, je pense que c'est nouveau. Mais à mon avis aussi, l'erreur, c'est la question de la diversité, donc la question de la diversité dans les financements, dans les enveloppes qui sont accordées et le nombre d'acteurs à lesquels c'est accordé. Au lieu de donner 100 millions à quelqu'un, on peut donner 100 fois 1 million à 100 entreprises différentes. Mais c'est le rapport au talent aussi, parce Claude disait tantôt, on est chanceux, on a un chercheur de renommée qui est un peu notre Elon Musk à nous, qui a une voix médiatique très, très forte, puis il y a un prestige académique aussi qui est associé à ça. Mais en même temps, le talent, c'est pas tout non plus. Moi, je pense toujours, quand on me parle de talent, de course au talent, j'ai toujours en tête Tom Brady au football. C'est quand même le plus grand quarterback de l'histoire. Ben, il a été repêché 199e. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour le talent? Et puis, quand on regarde les grands mythes de réussite aussi qui nous habitent tous, là, quand on pense, par exemple, à Bill Gates ou Steve Jobs, c'est des gens souvent parfois qui ont pas fréquenté ou qui ont quitté l'université, qui n'ont pas passé nécessairement par tout un système une industrie, je dirais une industrie de création de start-up pour les soutenir. Donc, il y a cette question-là qui m'apparaît. Faut leur faire de la place qui m'apparaît aussi. Intéressante. Ouais. Claude, dernier mot pour ajouter? Ben, je dirais qu'effectivement, ça nous met en garde contre l'existence d'une mode puis d'une bulle. Je pense que c'est indéniable. Là. Et s'il y avait un devoir là, que je demanderais à nos auditeurs de faire, là,
c'est d'aller voir la fameuse courbe de Gartner, là, ce qu'on appelle la Gartner Innovation Hype, là, Cycle, la courbe de l'évolution des attentes en technologie. Parce qu'on en a parlé sans le dire. Là. C'est vrai. On parlait de ça monte, ça descend, il y a un plateau. J'invite tout le monde d'aller faire une petite recherche sur Wikipédia puis de voir cette courbe-là. Et ça va nous montrer, actuellement, on est probablement dans le descendant. On a atteint, je pense qu'on ne peut pas aller plus hyperbolique qu'on est allé avec l'IA que dans les dernières années. Je te dirais, il y a 2 ans, c'était vraiment fou, là. Et là, maintenant, on s'en va vers les vraies applications, les choses. Et là, c'est là qu'il faut faire attention à nos investissements puis bien les faire. Le party n'est pas fini, mais on est à la fin de la fête. Là. Il va falloir qu'on fasse des choses sérieuses si on veut bénéficier des investissements à long terme. Oui, tout à fait. David? Ouais, tu sais, pour continuer dans ce sens-là aussi, là, tu sais, avec la COVID, ça a été, je pense, un beau test justement pour l'IA. Là, il y a beaucoup de. Il y a comme, je lisais un article récemment, il y a 40 innovations, puis il n'y en a aucune qui a vraiment servi à de quoi, là, en détection de COVID ou de peu importe là, les applications qu'il y avait. Là. Je pense que ce genre de critique-là est extrêmement importante, là, ou comme décisive là, quand tu es dans une courbe descendante. Là, tu ne veux pas être précipité en bas. Là. Je pense qu'il va falloir collectivement qu'on se pose des réflexions là, aussi en tant qu'entrepreneur ou peu importe, là, à savoir à quel point je vais essayer de continuer à souffler dans la ballonne ou je vais vraiment essayer de faire quelque chose de concret ou est-ce que je me distance du mot IA ou vers quoi je m'en vais. Là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à se réfléchir. Là. En tout cas, moi, j'ai une réflexion interne par rapport à ça. Oui, ça ne finira pas cette réflexion-là. D'ailleurs, on parlait tantôt de prédiction, nouvel hiver, la courbe. Moi, je vais vous faire une prédiction. On est le 12 novembre 2021. Moi, je vous dis que dans 10 ans, on va traverser un nouvel hiver en intelligence artificielle. C'est ma prédiction. Puis, en matière de technologie, ce qu'on dit, c'est que on ne peut jamais se tromper pour ce genre de prédiction-là. C'est-à-dire que si ça se produit, je vous dirai, allez écouter cet épisode-là le 12 novembre 2021, je l'avais dit. Puis si ça ne se produit pas, on dira avec notre gros ego que c'est parce qu'on vous a averti que ça allait se produire, puis parce qu'on y a réfléchi. Puis parce qu'on y a réfléchi ensemble, ça ne s'est pas produit, puis c'est encore à cause de nous autres. Fait qu'on est sûr de ne pas perdre, même si je fais cette prédiction-là. Ils appellent ça les prédictions de Cassandre, là, on ne peut jamais se tromper en la matière lorsqu'on prédit le pire. Voilà, c'est tout, chers amis. Évidemment, ça fait un peu québéco-centriste, tout ça, j'en conviens. Puis mes excuses à Shirley, d'ailleurs, qui nous écoute. Et au reste de la francophonie, mais en même temps, je trouve que c'est intéressant de prendre une étude, de faire une étude rigoureuse, approfondie de l'écosystème québécois, c'est vrai, mais ça peut être très instructif pour quiconque s'intéresse justement à la construction de leur propre, peut-être, écosystème dans leur propre pays, leur propre région, dans l'esprit là, du Think Global, Act Local. Du moins, c'était c'était l'angle que nous souhaitions aborder avec vous. Sinon, il faut arrêter. Ça fait 1h30, on a dépassé largement le temps qu'on s'était donné, mais en même temps, on est 4, puis on avait beaucoup à dire, du moins beaucoup à raconter, ce sur quoi réfléchir. Merci donc à mes collaborateurs nombreux aujourd'hui. Merci donc à David, Sylvain et Claude. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye. Je l'aime bien, moi, ta phrase sur les moutons électriques. Là. C'est Dick, ça. Hein? C'est Blade Runner, ça. Hein? Ben oui, vous avez fait vos recherches. Ben oui. C'est le titre officiel. C'était les moutons oui, hein? C'était le titre avant Blade Runner. C'est ça. Le Blade Runner,